Madame, Monsieur Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 7 novembre au sommaire de ce soir. Un outil pour mesurer, prévenir et agir, l'Observatoire des violences faites aux femmes et intrafamiliales voit le jour grâce à la coopération entre le pays et la justice. Un partenariat inédit à découvrir en début d'édition. 70 internes en médecine sont actuellement en immersion au Taounais, un passage clé pour beaucoup originaires du Fénois qui souhaitent exercer au sein des structures locales. 4 jours de festivités, de sport et de culture pour la jeunesse. La 7e édition du Toréa Move touche à sa fin à Tayarapu-Ouest. Près de 1500 jeunes venus des îles ont pris part aux animations. Nous rejoindrons sur place notre journaliste Davidson Bennett pour en faire un premier bilan. Direction les Marquises où la pêche reste essentielle au quotidien. À Taipei, sur l'île de Nukuhiva, un habitant partage sa passion pour la chasse sous-marine et son appel à une pratique responsable. Un portrait à découvrir en fin d'édition. Mais d'abord, cette information de dernière minute. Un incendie s'est déclaré dans le quartier Excelsior. Une maison aurait pris feu avec un risque de propagation. 3 camions de pompiers tentent actuellement de maîtriser les flammes. Chaque jour, une femme est entendue pour des faits de violence. Près de 10 dossiers sont ouverts chaque semaine en Polynésie. Face à cette réalité, un nouvel observatoire voit le jour, une initiative conjointe du pays et du palais de justice pour mieux comprendre et agir. Les détails avec Jeanne Tinoroa et Matai Horei. Les femmes qui vous accompagnent depuis le début de votre vie et même avant que vous ne preniez votre premier souffle, ce ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des choses dont vous pouvez disposer. C'est une première. Le pays et le parquet font cause commune contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales. Après plusieurs mois d'échanges, le constat est sans appel. Entre août 2024 et septembre 2025, près de 500 femmes ont été entendues en correctionnel pour des faits de violence à leur encontre, soit un peu plus de 10 affaires par semaine, des chiffres judiciaires et non plus simplement déclaratifs, compilés et analysés pour la première fois. Nous avons étudié la cour d'assises en Polynésie française sur une durée de 7 années, ce qui est aussi tout à fait inédit et exceptionnel. Le résultat, c'est que la cour d'assises de Papeete a dû juger 18 faits criminels. Les 18 cadavres sont directement liés aux violences conjugales. Il s'agit de meurtres et d'assassinats commis au sein des familles. On le sait, les femmes ne sont pas tuées dans l'espace public. Elles sont tuées essentiellement dans leur maison. Des données inédites donc qui vont désormais alimenter les travaux du gouvernement et du Haut-Commissariat pour adapter les politiques publiques et renforcer la prévention. La première chose que j'ai mise en place, c'est le plan de dignité humaine dans lequel justement je travaille des actions concernant les familles. Nous avons mis en place aussi des comptes familles, suivi 116 familles et sur 2026, on va les suivre pendant 1 an jusqu'à qu'on voit des résultats. Parce que je dis que c'est bien d'avoir des chiffres, mais il faut aussi avoir aussi des actions concrètes sur le terrain. Une étude expérimentale qui servira aussi de modèle pour la métropole. On apprend donc également en matière de peine que seul 1% des condamnations dépassent les 5 ans de prison, 48% vont de 1 à 5 ans et la moitié sont inférieures à 1 an de détention. Des peines parfois légères, mais un travail de fond engagé pour mieux protéger les victimes et responsabiliser les auteurs. Mieux connaître pour mieux juger, c'est important pour les magistrats. Mieux connaître l'activité judiciaire, se rendre compte des statistiques et de l'importance de ce phénomène dans nos prétoires. Cela nous aide à réfléchir aux peines, aux sanctions et à la meilleure prévention de la récidive, car nous l'avons dévoilé dans cet observatoire. Il s'agit d'une récidive à hauteur de 30% dans les violences faites aux femmes en Polynésie française. La vice-présidente du pays a par ailleurs annoncé la création d'un conseil des hommes bienveillants dès le 25 novembre, une nouvelle instance pour compléter le conseil des femmes qui existe depuis 1987. Ils sont 70 en immersion cette semaine au centre hospitalier du Taounais. Des internes en médecine, pour la plupart originaires du Fénois, venus découvrir le quotidien des structures locales. Une expérience décisive pour leur avenir professionnel et pour beaucoup l'envie de mettre leurs compétences au service du Fénois une fois leurs études terminées. Parmi eux, Mahirava, Julie et Christopher, 3 parcours suivis par Laure Philibert et Sam Teinaouré.
Il est l'un des 70 internes à avoir pris ses fonctions cette semaine à l'hôpital du Taoné. Christopher est issu de la promotion 2016-2017 de première année de médecine de l'Université de la Polynésie. Ici, pour 6 mois, le jeune ophtalmologue espère faire carrière au Fénois. J'étais revenu faire ici un stage en 6e année, en ophtalmologie et en radiologie. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était la chirurgie de la rétine. Je trouvais ça hyper stylé et tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Il y a une proximité avec la population ici, les gens ils sont tous gentils, le personnel est hyper sympa. Le cadre est en fait idéal pour exercer ici. Bientôt interne, Mahirava est elle aussi étudiante à Bordeaux. Actuellement en stage, la jeune femme souhaite mettre ses compétences au service de cet hôpital. Moi, je me vois en pédiatrie, à l'hôpital, ou peu importe, mais tant que je travaille au Fénois, ça me fera très plaisir. Hier, j'étais en réanimation, on a fait un tour des patients. Aujourd'hui, je suis côté anesthésie, plus au bloc opératoire. Donc ça permet de voir plein de choses et c'est très intéressant. On est agréé par Bordeaux via une convention en fait, et donc on est maître de stage pour tous ces étudiants et on est ravis de les voir. Et ça commence à être important puisqu'on a au moins maintenant 7-8 étudiants qui sont titulaires de la fonction publique, qui sont revenus en Polynésie française et on attend effectivement les jeunes qui vont pouvoir revenir. Tout juste diplômée, Julie a intégré les équipes du centre hospitalier ce mois-ci. J'ai toujours voulu revenir travailler à Tahiti après mes études. Donc là, je suis quand même contente d'être de retour. L'équipe médicale et paramédicale et les secrétaires, elles sont vraiment adorables. Et nous avons la chance de les accueillir pour leur stage dès les premières années de leurs études de médecine. Et c'est à ce moment-là qu'on apporte notre expertise, on les forme pendant leur stage et on leur donne goût pour revenir exercer chez nous. Mais si exercer au Fénois fait rêver les étudiants en médecine, l'hôpital du Taoné connaît un turnover important. Plusieurs médecins originaires de Polynésie sont partis exercer dans le privé, plus attractif. C'est à nous de proposer des conditions de travail attractives, des temps de travail, des organisations de travail qui conviennent de mieux en mieux aux jeunes générations de médecins aussi. Ils vont sur Bordeaux en majorité, mais parfois les études les amènent dans d'autres CHU, on les perd, mais on leur demande systématiquement de nous appeler 1 an ou 2 avant la fin de leurs études, ou alors au cours de l'internat pour nous dire on veut revenir, prévoyez un accueil pour nous, et nous on trouve et on se débrouille. Cette immersion au Taoné sera ponctuée d'une semaine d'animation autour de Matar Inia, avec l'inauguration d'une stèle et d'un hounou au sein de l'établissement. Aux Australes, la suspension du principal du collège de Tubouei suscite toujours une vive incompréhension. Rentré de Paris, le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, apporte des précisions. En poste depuis plusieurs années, Willy Veiho a été suspendu par le ministre et le vice-recteur, une décision validée à Paris. Le ministre défend une mesure prise dans l'intérêt du service public en attendant les conclusions de la procédure disciplinaire en cours. Sur l'île, la contestation s'amplifie. La mairie dénonce une suspension injustifiée. Une pétition pour la réintégration du principal a déjà recueilli plus de 450 signatures. Une marche de soutien est annoncée pour lundi. Le ministre, lui, en appelle à la retenue. Du côté de Veirao, la 7e édition du Torea Move touche à sa fin. 4 jours intenses pour près de 1500 jeunes âgés de 15 à 25 ans venus de plusieurs îles, y compris de Wallis et Futuna, pour profiter d'ateliers de sport, de culture, de prévention et de sensibilisation. Un rendez-vous placé sous le signe de la jeunesse et du mouvement qui se conclut ce soir avec l'épreuve très attendue du Torea Warrior. On rejoint sur place notre journaliste Davidson Bennett. Bonsoir Davidson, quel est le premier bilan de cette édition ? Yorana Mika, une ambiance de folie déjà ici du côté de Veirao pour cette 7e édition de la Torea Move avec, comme vous pouvez le voir, les petits jeunes de Huahine qui viennent saluer leur île et juste derrière la Torea Warrior, les finales qui se passent à l'heure actuelle. Près de moi, Tawahere Maono, DGS, directrice générale des services de l'UPJ, de l'Union pour la jeunesse. Tawahere, Yorana. Alors, un petit bilan déjà rapidement pour cette 7e édition.
un bilan très positif. Très positif parce qu'on a pu compter sur le soutien exceptionnel de la commune de Tearapou-Ouest et bien évidemment du pays et de l'État. Et je pense que l'UPJ n'aura jamais honte d'un pays qui investit dans ses enfants et qui permet aux opérateurs de pouvoir les prendre en charge. Le Taoria Move, c'est 4 jours. Et on a la prétention à l'intérieur de ce projet de pouvoir faire comprendre à nos jeunes, à nos gamins, qu'il n'y a pas meilleur objectif que faire société. C'est le projet de l'Union. Créer du lien et faire société. Faire société pour nous, ce n'est pas conceptuel. Derrière, il y a véritablement une organisation à mettre en place. Les logements, les activités, de manière à faire comprendre qu'ils peuvent aller où ils veulent. Ils pourront faire toutes les activités, mais pas de bagarre. On fait des efforts sur le comportement et on fait des efforts sur les stupéfiants. Des mots forts, comme vous avez pu le dire, et des moments forts aussi que vous avez vécu durant ces 4 jours, d'une intensité rare avec ces jeunes, 1500 jeunes. C'est pas rien. L'UPJ a relevé le défi à bras-le-corps cet événement. Oui, l'UPJ est une union. Et l'union, c'est appeler toutes les forces à être autour d'une table. Et le Taoria Move, il n'existerait pas sans nos référents, sans nos chefs de délégation, sans nos communes, parce que je dois saluer le courage des Tabana, notamment des Raromantai et de Ho. Ho, surtout, qui signe sa 4e participation au Taoria Move. On doit véritablement saluer les efforts de Tabana Ho, qui a mis les moyens pour permettre à ces jeunes de venir depuis Ho, de participer à un événement à l'échelle territoriale et de faire société avec les autres. Également le plaisir de l'Océanie est descendu particulièrement ici sur cette 7e édition et ils ont fait fureur, on a pu le voir sur les Taoua de Beira. Oui, je pense que le Taoria Move il est amené à évoluer, les besoins d'hier ne seront jamais ceux de demain et j'ai l'intime conviction avec l'ensemble des élus du conseil d'administration de l'UPJ que nos jeunes ont besoin d'Océanie, on a besoin de se rapprocher de ceux qui sont juste à côté, on prend très souvent des exemples qui nous viennent de loin alors qu'on a des modèles qui existent et qui peuvent nous permettre d'aller là où on doit aller et surtout aller là où on ne doit pas aller. Et je pense que ça doit se faire par la vie en collectivité, l'expérience collective et c'est tout l'enjeu du Taoria Move. Et donc on est enchanté de pouvoir signer cette année notre première délégation nationale ou internationale, mais surtout océanienne avec Futuna. Taohere, dernière petite question. Paris tenu avec ces jeunes qui sont déjà, pas que l'avenir, ils sont déjà le présent de ce pays. Alors oui, parce qu'on est animé par une responsabilité de génération et on doit préparer les responsables de demain. À l'UPJ, on estime que le jour où plus personne ne se lèvera pour faire société, alors on aura des soucis. Et donc, il revient aux responsables de pouvoir travailler sur ce sujet. Enfin, sur le Taoria Move, on a relevé des paris exceptionnels. Je parle de la vague de Teahupo. Nos 1500 festivaliers ont atterri sur la vague de Teahupo. C'est un pari extraordinaire qu'on a pu relever avec des paris Explorer parce que le monde entier est allé sur la vague et on se retrouve avec des quartiers de Fa'a, de Mahina qui n'ont jamais été sur la vague. Et on n'est pas peu fiers qu'au travers du Taoria Move, ils aient pu relever ce défi. Merci beaucoup Taohere, encore merci à tout le monde, à toute ton équipe, aux communes, d'avoir investi dans cette jeunesse de demain. Celle de la Polynésie française. Maruru Mente. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire, Mika, à l'heure actuelle. J'attends juste de pouvoir repartir avec ces jeunes qui sont dans une ambiance de folie, je vous le disais tantôt. Et eh bien, c'est Davidson Bennett depuis Veirao pour Tétini Télévision. Merci beaucoup Davidson Bennett et très belle soirée à vous. Réfléchir à la Polynésie de demain grâce au numérique, c'est tout l'enjeu du Hackathon Pacific Genius organisé par le pays et la Direction générale de l'économie numérique. Le but de pousser les élèves à aller au-delà des idées, à imaginer des solutions, anticiper les contraintes et penser aux défis de demain. 61 participants ont planché sur cette épreuve finale pour répondre aux enjeux du FENUA. On écoute Peter Meul au micro de Naya Bennett. L'objectif premier, c'est de faire comprendre que le numérique, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas forcément avoir 20 sur 20 en mathématiques. Il faut juste être intéressé, avoir envie et surtout avoir envie de travailler. Donc pendant toute la semaine, on leur a montré les différents métiers du numérique, comment coder, quels étaient les fondamentaux de la cybersécurité. Hier, il y a eu des entretiens factices d'embauche
où ils devaient défendre leur steak et montrer un peu leurs envies de travailler dans ce domaine-là. L'idée, c'est qu'ils soient libérés de contraintes et de fausses idées et qu'ils puissent être pour eux-mêmes et également pour les autres des ambassadeurs de motivation à travailler dans le numérique. De Tahiti à Paris, les voix du Fénois s'invitent dans un nouveau podcast, Mon Horizon, un projet imaginé par Hinano Tali, Wallis Glaze et Abel Rey, qui met en lumière les parcours des ultramarins installés dans l'Hexagone. Le premier épisode donne la parole au styliste Manuari Teoroa et pour l'occasion, Miss Tahiti 2025 Hinopoko Devez s'est rendue à la délégation pour assister au lancement. Reportage de Pierre Lamarque. Donner la parole à des ultramarins qui ont décidé de vivre loin de chez eux, c'est tout l'enjeu du podcast Mon Horizon. Faire découvrir les parcours inspirants d'ultramarins installés dans l'Hexagone, voilà l'ambition d'Hinano Tali qui porte et anime le podcast. C'est un podcast qui s'est inspiré de mon propre vécu aussi, parce que moi je suis d'origine wallisienne, de Wallis et Futuna, et j'ai grandi ici dans l'Hexagone. Donc j'ai grandi avec des questionnements, des doutes, ah mais du coup est-ce que je suis plus wallisienne ou plus française, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que ça aurait été différent si j'avais grandi à Wallis et Futuna. Pour son premier épisode, Mon Horizon invite le styliste Manuari Teoroa, originaire de Rurutu. Il a quitté le Fénois pour étudier la mode dans l'Hexagone. Il y rencontre le succès avec notamment sa robe Moulin Rouge, élue meilleure robe régionale lors de Miss France 2025. Il profite du podcast pour partager son expérience et inspirer les jeunes générations. Ça a été beaucoup de sacrifices et je trouve que le partage est intéressant pour tous ces jeunes, toute cette nouvelle génération des îles qui souhaitent eux aussi à leur tour partir et vivre leurs rêves. Pour la préparation du concours Miss France, Hinopoko Devez, Miss Tahiti 2025, a fait le déplacement. Le podcast Mon Horizon l'a touchée, elle a pris la parole pour évoquer son propre parcours. À l'inverse des invités du podcast, elle est venue à Tahiti retrouver ses racines pour avoir grandi dans l'Hexagone. J'ai beaucoup aimé ce moment de partage parce que du coup j'ai pu exprimer ce sentiment justement que j'ai pu vivre d'éloignement et puis cette double identité, cette appartenance à moitié d'ici, à moitié d'ailleurs. Et c'était intéressant justement de pouvoir entendre des témoignages inverses du mien, c'est-à-dire de personnes iliennes qui sont arrivées en France. J'ai été contente d'avoir pu amener justement mon ressenti à ce niveau-là, d'avoir vécu plus en France et d'être rentrée en Polynésie et d'avoir pu du coup apprendre un peu plus de mon identité polynésienne. Le lancement de Mon Horizon est un succès. La communauté polynésienne à Paris s'est déplacée pour soutenir le projet. Le podcast est disponible en ligne sur les plateformes de streaming. Direction les Marquises sur l'île de Nukuhiva. À Taipei, Yan Teiki Tekahio, 37 ans, pratique la pêche sous-marine pour nourrir sa famille. Un partage du lagon, mais aussi une prise de conscience, celle de la nécessité de mieux encadrer la pratique. Naya Bennett est allée à sa rencontre. C'est avec le sourire aux lèvres que Yann et son compagnon de pêche reviennent à terre. Ayant suivi les pas de son père, il pratique la pêche depuis son enfance. Aujourd'hui, dans le village de Taipei, ils sont une dizaine de pêcheurs. Perroquets, nasons, pieuvres ou encore trocas, les prises sont variées et seront vendues au prix de 500 francs le kilo. Et si Yann est content de ses prises du jour, il a également le regard tourné vers le futur. Dans cette année qui vient, on va installer le rahu. Ah oui, avant il y avait beaucoup de poissons. Hein. Là maintenant, il n'y a pas tellement beaucoup. Hein. Pourquoi? Il y a trop de pêcheurs. Trop de pêcheurs, trop des gens qui vont pêcher pour aller vendre. Yann pratique une pêche raisonnée et alterne chasse sous-marine et pêche à la ligne à raison de 3 sorties par semaine. Il y a quelques années encore, il pêchait près du rivage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si la pêche est un art de vie, une nécessité, ce père de famille est conscient de la difficulté de cette pratique. Il faut réussir les études. Parce que la pêche, c'est bien la pêche, mais c'est dur. Il y a des jeunes qui vont vouloir venir, il y a des jeunes qui ne vont pas vouloir venir. La plupart des jeunes de chez nous, c'est tout le temps venir. Ils pensent qu'à eux, si jouer venir seulement. Pour faire vivre sa famille, Yann a plusieurs cordes à son arc. Entre ses sorties de pêche, il cultive également le copra et pratique la sculpture.
Côté météo, la vigilance orange pour vagues submersion reste en vigueur sur le sud des Australes ainsi que sur les Tuamotu-Gambier. À Rapa, la houle s'amortit, la vigilance est rétrogradée en jaune avec des crues attendues de 3,50 m demain matin puis 2,50 m en soirée. La prudence reste de mise. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après votre émission Ta'a Tatoumou, suivi de débriefs avant de laisser place au spectacle avec la Star Academy. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.